Fait que j'ai partagé mon écran. On va y aller. Alors, bienvenue bienvenue tout le monde dans le chat. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et bienvenue à cette conférence sur la cybersécurité entre pirates et requins. C'est moi qui vais présenter aujourd'hui, accompagné de mon collègue Alexandre Chenette du Récit. Donc, n'hésite pas à intervenir, Alexandre, s'il y a quoi que ce soit. Tu es évidemment toujours le bienvenu là, à commenter le clavardage, mais aussi à ajouter de l'information s'il y a lieu. Et on a choisi aussi aujourd'hui de permettre le clavardage à tous. Donc, il n'y aura pas de modération là, comme telle, mais on veut faciliter l'interaction avec vous, là, même peu importe le nombre de personnes qu'on est dans la salle. On aimerait ça vous entendre, puis savoir que vous êtes là aussi. Donc, c'est parti. On va principalement s'informer aujourd'hui, se questionner sur comment former les jeunes navigateurs intrépides dans ce monde où la cybersécurité nous confronte entre les pirates et les requins. Vous avez accès, bien sûr, au PDF de la présentation sur le site de la JNE. Par contre, je vous conseille de prendre le petit mon URL en note là, qui est dans le bas de l'écran, que Alexandre pourra partager dans le chat aussi, pour avoir accès au JNE directement puis naviguer là, dans les sections qui pourraient vous intéresser de la présentation. Donc, je me présente. Bonjour, je m'appelle Julie April. Je suis conseillère pédagogique au Service national du récit développement de la personne. On porte aussi le dossier de citoyenneté à l'ère du numérique. Donc, c'est dans ce contexte-là que je vous parle de cybersécurité aujourd'hui. Par exemple, je vous préviens tout de suite, je n'ai pas la prétention d'être une experte en cybersécurité. Au contraire, je suis un peu comme tous les enseignants du Québec à chercher des fois l'intérêt et comment apporter des notions en cybersécurité dans le cadre de mes cours aux jeunes. Moi, je suis ici d'enseignement au secondaire. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que je vais vous faire la présentation aujourd'hui. C'est quoi les liens qu'on peut faire avec nos cours, nos programmes de formation et la cybersécurité. Évidemment, pour m'y préparer, j'ai fait des formations, j'ai contacté des spécialistes, je me suis renseignée de divers côtés. J'ai essayé de rallier tout ça pour voir comment est-ce qu'on peut l'intégrer. Puis, je suis une ancienne sceptique de la cybersécurité et aussi paresseuse du mot de passe en rechute. Depuis cet été que je traverse la cybersécurité puis que je me dis que je vais mettre en place des mesures concrètes pour changer mes pratiques. Et je suis toujours en préparation de la transition. Finalement, je n'ai pas fait beaucoup de changements là, au niveau de mes mots de passe pour rendre ça plus sécuritaire. Mais c'est un paradoxe dont je vais vous parler là, dans la présentation d'aujourd'hui. Donc, pour savoir un petit peu à qui j'ai affaire aujourd'hui, pour vous connaître, j'ai créé un petit Mentimeter. Je vous invite à scanner le code QR ou à rentrer le code sur menti.com. Et j'aimerais ça connaître c'est quoi vos matières, qu'est-ce que vous enseignez dans le but de faire des liens le plus possible là, avec vos réalités concrètes durant la présentation. Puis aussi votre perception du risque. Question de savoir si vous me jugez là, parce que je ne prends pas beaucoup de précautions côté mot de passe. Ça peut me confirmer que ça fonctionne bien, ce serait parfait. Je ne sais pas s'il y a un petit délai d'apparition des réponses, mais pour l'instant, je ne vois pas vos réponses apparaître. Je vais aller changer de page pour voir ça. OK, ça fonctionne. Génial. Là, Alex va peut-être me trouver un petit peu téméraire d'avoir encore utilisé Mentimeter, là, mais là, je pense que j'ai compris comment optimiser sa fonction dans le contexte de la conférence, Alex. La dernière fois, ça ne marchait pas très bien, mais là, on va l'avoir. Avec des collègues CP au récit, des gens qui sont plutôt du côté de la gestion scolaire, du gestionnaire scolaire, adultes FGA, préscolaire. OK, on a vraiment un large spectre de ce que je comprends. On passe du préscolaire aux adultes. Fait que je vais essayer de m'adresser un peu à tout le monde en même temps, là.
français secondaire 3, il y en a qui ont réseautique, peut-être qui traitent vraiment d'éthique avec les élèves dans leur programme. Excellent. Beaucoup de CP, super. N'hésitez pas si vous voyez des liens entre vos mandats. Puis, qu'est-ce que je dis là, à l'indiquer dans le chat, c'est vraiment comme une réflexion collective sur comment est-ce qu'on peut amener la cybersécurité là, en dehors de faire de la prévention de mots de passe finalement en classe. Avec beaucoup de gens qui sont issus du primaire aussi. Enseignants au secondaire, maths et PPO. Ah, j'ai retiré en plus hier là, mon exemple en PPO pour l'avoir enseigné moi aussi. Là. Je parlais notamment de vie privée. Bon, le temps est compté dans cette conférence, donc c'est pourquoi. Super intéressant de vous lire. Télé-Québec en classe. Bonjour Télé-Québec. Super. Donc, c'est super varié vos mandats, vos parcours. Donc, j'espère être en mesure de répondre un petit peu à tout le monde malgré la variété de vos mandats. Je vais changer de question. Maintenant, votre perception du risque. Vos mots de passe ne sont pas nécessairement tous complexes et différents. Je suis contente de savoir que je ne suis pas toute seule dans mon bateau de la négligence. J'hésite à laisser les sites Internet utiliser mes données de navigation. Ben, je suis comme vous, je suis hésitante, mais souvent on le fait quand même parce qu'on veut finalement accéder au site. Donc, qu'est-ce que ça implique réellement? Je fais attention à mes informations rendues publiques. On s'adresse à des professionnels en éducation. Je pense qu'on a tous une petite attention particulière à ça aussi. On ne veut pas non plus que les élèves aient accès à l'information sur nous. Je suis plutôt zen face au cyberisme. On est dans un entre-deux. OK, c'est bon. Super, vous avez vraiment envie d'être ici ce matin. Bien contente de l'entendre parce qu'on s'entend que moi, après ma barre, la cybersécurité, c'est peut-être pas le premier choix d'atelier sur lequel j'aurais cliqué. Et c'est pour ça que mon but, c'est de le rendre le plus loin de la cybersécurité, de ce qu'on entend là, avec des mots de passe, de vous parler, de mettre des protections, des pare-feux sur votre ordinateur. On s'en va vraiment ailleurs. Donc, peut-être que dans la salle, il y a des gens qui sont victimes des cyberrisques et de la cybercriminalité. C'est bien possible parce qu'il y a eu différents lieux de crimes qui auraient pu vous toucher récemment. Peut-être votre coopérative financière. Si c'est votre cas, vous pouvez partager là, dans le chat en mettant les chiffres associés aux différents lieux où vous avez été atteint par le crime. Peut-être aussi chez votre employeur. Hein, si vous travaillez pour le ministère de l'Éducation, il y a certaines chances que vous ayez été victime. L'Agence de revenus du Canada aussi a subi un vol de données, nos boîtes courriels, peut-être le site de recherche de garderie, si vous êtes comme moi avec des jeunes enfants. Ça, c'est tous des endroits finalement où on n'a pas eu grand contrôle et on s'est retrouvé à être victime de cyberisme, de cybercriminalité dans des contextes qu'on pouvait difficilement éviter finalement. Là, je ne sais pas, Alex, toi, tu vois dans le clavardage des gens qui partagent un petit peu leur expérience. Moi, je ne vois pas de mon côté, donc je vais poursuivre, mais n'hésite pas, Alex, à intervenir. En fait, on dit qu'il y a deux sortes de compagnies, celles qui se sont fait hacker et celles qui ne savent pas qu'elles se sont fait hacker. C'est John Chambers, un spécialiste de la cybersécurité, qui amène cette citation-là. Euh, tout le monde est à risque, toutes les compagnies sont à risque, même les petites PME, là, de plus en plus. Il y a des formations en cybersécurité qui sont faites dans tous les milieux. On le retrouve vraiment beaucoup dans le monde du travail parce que c'est une réalité. Les risques sont bien présents. Donc, première étape, on va essayer de comprendre c'est qui nos pirates. Là, on s'entend que ce n'est pas un pirate comme on a vu précédemment. C'est plutôt des experts de l'informatique qui sont derrière tout ça et prennent souvent la forme de robots plutôt que de personnes cachées sous un capuchon noir, mais c'est quand même l'image qu'on en a des hackers. Je vais utiliser le terme hacker, même si ce n'est pas un terme français, francophone, parce que sinon c'est bidouilleur et je trouve ça complètement hors propos d'utiliser ce terme. Donc, restons avec le terme hacker si ça ne vous dérange pas trop.
qui s'intéressent à nos données et pourquoi. Premièrement, il y a ceux qu'on appelle les Black Hat Hackers, qui sont des gens qui découvrent et exploitent illégalement les vulnérabilités des systèmes informatiques ou encore des individus. Eux, leur objectif, c'est l'appât du gain pour soi-même ou souvent pour un réseau criminel organisé ou pour de la revente. Ce serait l'exemple du vol de données au ministère de l'Éducation qui a eu lieu en 2017. Il y a 50 000 enseignants qui ont vu leur sécurité compromise, des données qui ont été vendues. Ce vol aurait été commis à partir d'un code d'accès d'un mot de passe. C'est 3 hommes de Montréal qui ont été arrêtés par la SQ en 2020. Donc, vraiment, dans cette idée-là, ce n'était pas des employés, c'est des gens qui seraient entrés dans le système de manière malveillante, mais il y a aussi des employés qui sont malveillants, qui, eux, vont partager volontairement des données personnelles liées au dossier de l'entreprise dans l'objectif, encore une fois, de l'appât du gain. L'exemple, entre autres, de chez Desjardins. La personne qui est à l'origine de la fuite de données, c'était un employé qui a transmis ces données-là, qui a voulu les vendre. Puis, il y a 2,9 millions de personnes qui ont été touchées. C'est intéressant aussi de voir qu'il a été payé avec des cartes cadeaux d'épicerie, de restaurant Saint-Hubert, entre autres. Donc, des fois, peut-être qu'on pense faire une grosse paire de cash en faisant une transaction comme ça illégale. Finalement, on se retrouve avec des cartes cadeaux Saint-Hubert. On a beau aimer le poulet, mais enfreindre la loi comme ça peut avoir des répercussions, des conséquences très importantes. Puis notamment, ça pourrait être un exemple d'actualité qu'on présente à des élèves pour nuancer un peu, pour montrer que si un élève a de l'intérêt à vendre des données, c'est ce que ça donne. La personne a été arrêtée, a perdu son emploi, a reçu des cartes cadeaux Saint-Hubert. Donc, ça permet un petit peu de nuancer la valeur aussi des données puis du risque qu'on prend. Il y a aussi des employés qui sont naïfs, qui partagent involontairement des données personnelles liées au dossier de l'entreprise, soit par négligence de la sécurité. Vous avez peut-être déjà vu dans une salle de classe un post-it avec le nom d'utilisateur, le mot de passe ou encore sur une feuille de suppléance, ces informations-là, sur le bureau de la secrétaire, des mots de passe affichés. Donc, c'est la négligence qui peut amener à des fuites de données. Ou aussi, il y a des employés qui vont penser obéir à un supérieur. C'est vraiment difficile des fois de distinguer une fraude, une attaque d'un message réel de l'employeur qui, dans l'urgence, met de la pression. Puis, il faut absolument que tu me transfères toutes les données définissant secondaire 5. C'est pas selon nos procédures d'habitude, je passe pas comme ça. Puis non, mais là, ça presse. On va aller un peu à l'encontre des procédures pour accélérer. C'est une urgence. Il y a beaucoup de personnes qui se font prendre là, dans des situations comme ça. Donc, ils vont déroger des protocoles établis dans le but de répondre à ce qu'ils pensent être l'employeur. Une fois que nos données sont compromises, que nos données sont volées, vous aurez compris que le but, c'est de les revendre. On va viser la revente de ces données-là dans le dark web, ce monde mystérieux que les hackers connaissent si bien. Mais c'est un peu mystérieux, en fait, une fois que nos données sont vendues. Comme par exemple, si vous travaillez pour le ministère de l'Éducation, vous savez que vous avez été victime d'une fuite de données. On vous a envoyé sûrement des documents pour vous abonner à Equifax. Vous avez un petit compte rendu mensuel une fois de temps en temps. Mais qu'est-ce qui peut se passer avec ces données-là? Ces données-là se retrouvent à être vendues, à être disponibles à l'achat sur le dark web. C'est un peu l'exemple de la PCU. Il y a beaucoup d'enseignants qui ont été victimes de fraude de la PCU. En fait, c'est que le vol de données au ministère de l'Éducation a permis d'accumuler le nom des gens, leur numéro de téléphone, le courriel. Donc, ça, c'est vraiment intéressant à la base, mais aussi le numéro d'assurance sociale. Ça, c'est le jackpot. C'est ce qui permet de faire des fraudes comme des demandes de PCU dans le nom d'un autre. Donc là, c'est vraiment quelqu'un d'autre, un autre type de hacker, à la plus petite échelle peut-être, qui est allé acheter des données pour faire des demandes de PCU en votre nom ou celui de vos collègues. Et moi, je connais des collègues là, qui ont eu cette expérience-là. Donc, c'est réel. Dans vos classes, vous avez peut-être des petits coquins qu'on pourrait appeler les script kiddies. C'est des hackers qui n'ont pas de connaissances en programmation, mais qui réussissent à passer à l'attaque grâce à des tutoriels très simples, souvent sur YouTube. Puis leur objectif, c'est le divertissement, la recherche de sensations fortes. Les élèves qui vont dire, par exemple, qu'ils ont réussi à hacker le système de l'école, ça se fait, oui, ou même à plus petite échelle.
hacker un Kahoot, par exemple. Moi, c'est une histoire vécue. Là, en 3 minutes, on peut savoir comment faire déraper le Kahoot de son prof en regardant un petit tutoriel YouTube. Donc, ça m'est arrivé, il y a un élève qui s'était créé le 500 comptes sur Kahoot. Puis, bon, c'est vraiment pas la fin du monde. J'ai pas réussi à savoir qui avait fait ça, évidemment. Des fois, c'est comme difficile de retracer. Puis moi, tout ce que j'ai fait, ben, j'ai fermé ma fenêtre, j'ai fait un avertissement, j'ai relancé le Kahoot, puis ça a été fini là. Mais quand même, il peut y avoir des petits hackings comme ça dans la recherche de divertissement qui peuvent être problématiques en classe. Une autre personne qui pourrait s'intéresser à vos données, ça peut être quelqu'un de votre entourage qui voudrait s'en prendre à vous. Là, je n'ai pas regardé les vidéos avec vous. Vous avez les liens dans la présentation. Ça dure seulement quelques minutes, mais je vous conseille vraiment d'aller les voir. C'est assez impressionnant ce qu'on peut faire. Il y a une journaliste de Radio-Canada qui a fait le test avec une experte en cybersécurité. Et seulement en cliquant sur un lien, la personne a accès à l'ensemble de son téléphone. Elle a accès à tous ses messages, à sa géolocalisation, à ses photos, à sa caméra. Donc, chaque fois qu'elle était sur la toilette avec son téléphone, bien, il y a quelqu'un qui pouvait la voir dans son lit, peu importe. Ça apparaît pas nécessairement. Donc, elle donne des petits conseils pour savoir si notre téléphone pourrait être hacké, quelqu'un est en train de nous espionner là, via notre téléphone, et aussi comment ça se produit. Donc, quand on clique sur un lien sans savoir ça vient d'où, ça peut avoir des répercussions, des conséquences là, assez importantes. Et je vous invite à aller regarder ça. Imaginez un élève là, qui voudrait se venger d'un prof ou peu importe, ça serait une option assez facile. Puis je donne un créacan sur la cybersécurité. Et il y a une prof qui s'était fait dire par un élève: si vous saviez, madame, à quel point ce serait facile pour moi de prendre le contrôle de votre appareil, de votre téléphone, puis ça devient comme des menaces réelles que les profs peuvent avoir. Donc, c'est bon d'en être conscient. Ce n'est pas une vidéo que je montrerai à des élèves, mais c'est une vidéo que je montrerai à des profs. Mais ça, c'est des choses sur lesquelles on n'a pas vraiment beaucoup de contrôle. Sur quoi on a du contrôle, par contre, c'est ce qu'on va regarder à l'instant. On a du contrôle sur notre vie privée parce qu'on est surveillé rarement par tous ces hackers qu'on a vus. Ce n'est pas juste eux qui s'intéressent à nos activités en ligne. En fait, principalement, nos activités en ligne vont intéresser tout ce qui est côté marketing, GAFAM, la collecte massive de données. Donc, le ciblage publicitaire est vraiment très présent sur le web. C'est un autre côté. Quand on parle de cybersécurité, il y a vraiment deux grands volets. Il y a le volet plus vol de données illégal, puis le côté commercial. Donc là, on va aller voir le côté des requins, le côté commercial. Qu'est-ce que ça implique? Et ça, c'est sur quoi on a un petit peu plus là, de pouvoir. On dit que si c'est gratuit, c'est vous le produit. En fait, à moins d'être suspecté par le gouvernement, il n'y a personne qui surveille activement vos faits et gestes. C'est très rare que quelqu'un va vraiment aussi vous surveiller par le biais de votre téléphone. Mais il y a des méthodes de surveillance passive qui nous touchent tous les jours et même qui vous touchent présentement parce que vous êtes en ligne connecté à regarder cette conférence. Il y a plein de données qui s'accumulent tous les jours dans le nuage, qui sont utilisées aussi en temps réel par les entreprises qui sont prêtes à payer de l'information. C'est vraiment en simultané, très, très rapide là, comme utilisation des données. Pour vous donner un petit exemple de comment ça peut se passer, là, voici le parcours du matin exaltant de Léa. Léa se réveille, elle décide de prendre son cellulaire et de lire un article sur l'impact positif de l'achat local. Vraiment intense et impliqué. C'est un matin efficace. Donc, elle regarde un peu l'article et elle accepte les cookies pour faire sa lecture. Maintenant, le site est au courant de son profil commercial, de sa localisation, de son temps de lecture, de ses heures de connexion. On accumule plein d'informations sur elle. Bien contente d'avoir lu son article, elle va continuer sa journée en ne se doutant pas trop que ses journalistes préférés sont payés grâce aux revenus publicitaires. Donc, la revente de ces données-là va donner du financement à son journal, ce qui va faire en sorte qu'il va pouvoir encore le regarder gratuitement. Là, elle met de côté son éco-anxiété, les achats locaux et tout ça. Elle écrit à sa sœur dans un site populaire non crypté, comme par exemple Messenger, que vous connaissez peut-être. Elle écrit à sa sœur pour avoir des idées de cadeaux pour la fête de son filleul. Après ça,
Léa va faire un petit tour sur un réseau social avant de sortir du lit, puis tout à coup, on lui propose de la publicité ciblée. De Lego, un autre de dinosaures fabriqués au Québec. Donc là, on est allé chercher des éléments de sa conversation privée. On est allé chercher des éléments qu'on a vus de ses intérêts de lecture pour lui proposer des choses comme des dinosaures fabriqués au Québec. Intéressée, elle va cliquer sur le dinosaure et c'est par cette association de mots-clés-là, la collecte de données a permis d'identifier vraiment les intérêts et même le genre de son filleul. On aurait pu faire le lien, pas on, mais en fait, les algorithmes auraient pu faire le lien entre le profil de sa sœur, les informations sur Facebook qu'elle a partagées sur son garçon, les photos. Ça peut aller très loin, là, avec qui elle est en couple. Tout ça est analysé à des fins commerciales. Et tout à coup, son profil de consommation devient très intéressant et d'une grande valeur pour les compagnies publicitaires parce qu'on sait qu'est-ce qu'elle veut acheter, on sait qu'elle a de l'intérêt. C'est là qu'en temps réel, on va proposer la publicité ciblée par rapport à ce qu'elle veut. Donc, la finale de son matin, c'est qu'elle va acheter un dinosaure fait au Québec. C'est génial. Et là, en plus, il y a une couverture qui s'agence avec le toutou de dino, qui a aussi des pantoufles. Donc là, elle achète tout ça. Il va être super gâté, le petit gars, cette année. Avec 30 minutes de retard, Léa quitte son lit, elle court rejoindre sa réunion Zoom avec déjà une carte de crédit bien remplie. Donc, on peut se questionner sur différents aspects comme les avantages positifs et négatifs du ciblage publicitaire. Est-ce que Léa a été amenée à consommer plus à cause du ciblage publicitaire? Est-ce que, par exemple, Léa a été amenée à consommer des produits locaux qu'elle n'aurait peut-être pas connus? Il y a quand même deux penchants qu'on peut voir à ça. C'est pas que du négatif. Puis, est-ce que c'est vraiment possible de ne pas laisser de traces de ce qu'on regarde sur Internet? Ça, c'est la grande question. Est-ce que ce serait possible de le faire, de refuser tous les cookies? Dans une certaine mesure, peut-être, mais si on l'utilise beaucoup, là, ça devient vraiment plus limité. Est-ce que vous saviez que même nos conversations privées et nos courriels sont analysés? On va faire un petit pouce pour savoir. Si vous saviez ça, vous pouvez faire un petit pouce en haut. Si vous ne saviez pas, vous pouvez faire un petit pouce en bas. Là, je pensais comme pouvoir voir le chat un peu plus, mais le technicien semble me dire que je n'ai pas accès. Mais n'hésite pas, Alexandre, à commenter là, s'il y a des interventions. Ça peut, ça peut aller même très loin, en fait, là, les données, si on a une conversation privée sur un mariage avec quelqu'un. Par exemple, moi, je parle avec mon collègue Alexandre, mon collègue Alexandre me parle qu'il veut demander sa blonde en fiançailles en message privé, puis que je lui envoie des exemples de bagues ou des choses comme ça, ben, sa conjointe pourrait recevoir de la publicité ciblée par rapport au mariage et découvrir le poteau rose avant même l'annonce officielle. Là, je ne suis pas en train de te mettre dans l'eau chaude, là, Alex. Tu n'as aucun mariage à préparer. Je n'interviens pas là-dedans. Mais le ciblage publicitaire, finalement, là, peut analyser très loin et voir les liens qu'on a mis, nos liens de parenté, nos liens de couple sur les réseaux sociaux. Des fois, on n'est pas conscient de ça. Les enfants deviennent connectés de plus en plus jeunes parce que leurs jouets aussi sont connectés, sont interactifs, sont intelligents. Moi, j'ai une petite fille de même pas 3 ans là, qui est habituée de parler avec le Google Home, de lui demander de la musique. Donc, déjà, il y a une connexion qui se fait là, très jeune. Puis, c'est bon de l'avoir en tête parce que aussitôt qu'il y a une connexion, bien, il y a possibilité de fuite de cybersécurité et ça a été le cas avec des petits appareils photo Vitech. Il y a des gens mal intentionnés qui sont allés récupérer toutes les photos sur les jouets d'enfants. Donc, ça pouvait aussi servir à des fins de gens intéressés par des photos d'enfants sur le bord d'une piscine, par exemple. Donc, je ne n'irai pas plus loin dans les détails, mais vous comprendrez qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés qui peuvent vraiment chercher à interagir avec les jouets des enfants. Et là, selon vous, est-ce que les bébés sont à l'abri des cyberattaques s'ils n'ont accès à aucun écran? Aucun écran, pas de télé, pas de Google Home, pas de cellulaire, évidemment. La plupart des gens vont dire faux et c'est quand même en grande partie faux. Il y a très, très, très peu de risques, mais il y a un cas.
entre autres, où la caméra dans la chambre du bébé a été utilisée par un hacker. Il a réussi à s'immiscer dans la caméra pour voir dans la chambre du bébé et entrer en conversation avec le jeune enfant. Et comme dans la chambre, il y avait le nom, comme par exemple Loïc, décrit sur le mur, le cyberattaquant a pu communiquer avec l'enfant en disant son nom. Hey Loïc, viens ici et échanger des propos à caractère sexuel avec le bébé. Donc, ça peut aller assez loin. Hey, finalement, j'avais laissé mon exemple d'activité que j'avais faite en PPO. Donc, bonjour à l'enseignant de PPO qui était présent aujourd'hui. Comment reprendre le contrôle, en fait, de nos informations rendues publiques? Bien, ça, on a du contrôle là-dessus. On peut le réfléchir, on peut le penser. Puis on peut aussi l'amener en salle de classe. Entre autres, j'avais fait une activité en PPO, puis j'avais demandé à des élèves d'être mes complices. Puis on est allé espionner les publics, les informations, les profils, toutes les informations rendues publiques des élèves de la classe. On a fait un caout avec ça. Puis ça avait fait conscientiser les élèves là, sur les informations qu'on pouvait voir, puis aussi sur le fait que ben, les enseignants, les employeurs peuvent voir ce qui est partagé. Puis là, j'avais pris des exemples qui étaient rien d'embarrassant, rien de compromettant, évidemment, pour les élèves. Le but n'est pas de les embarrasser, mais le but est de leur faire prendre conscience que ce qui est rendu public est public. Et on a aussi le contrôle de ce qu'on partage en privé. Ça, c'est un gros enjeu quand on parle de cybersécurité. Nous, comme adultes, on pense beaucoup mots de passe, pare-feu, logiciel, antivirus. Mais ce qui touche le plus les jeunes, c'est vraiment la pratique du sexto. C'est ça la grosse problématique en matière de cybersécurité là, quand on parle à des jeunes du primaire comme au secondaire. Et la pratique des sextos est de plus en plus courante. Ça fait un peu partie même des relations sociales. Les jeunes ont vécu avec la pandémie, le développement de relations parfois à distance. Et ça se peut que ça ait impliqué le sexto. Et les plaintes pour le partage de photos intimes est aussi en croissance. Donc, ça ne veut pas dire que tous les élèves qui ont échangé des sextos se sont retrouvés en position de faire des plaintes. Souvent, c'est un commun accord puis il n'y a pas eu de problème. Mais plus la pratique est courante, plus il y a de risques qu'il y ait de partage de photos intimes. Donc, l'extorsion et la sextorsion font partie de la cybersécurité. Puis l'extorsion, sous toutes ses formes, est le type de fraude le plus signalé au Canada en 2020. L'extorsion, ça ne concerne pas seulement, par exemple, la sextorsion. Il y a aussi des stratagèmes en lien avec des entreprises, recrutement d'entreprises qui peut entrer là-dedans. Là. Mais ça implique beaucoup la sextorsion. Puis il y a aussi une sensibilisation qui est nécessaire auprès des immigrants qui sont souvent victimes de ce type de fraude, notamment la communauté chinoise. Là, c'est vraiment sur le site antifraude du Canada que vous pouvez avoir l'information un petit peu davantage là-dessus si vous travaillez avec des clientèles immigrantes. Bien, on vient beaucoup chercher le sentiment de panique parfois. Envoie-moi de l'argent, sinon tu vas retourner dans ton pays. On se fait passer pour la douane canadienne, on se fait passer pour un tel autre organisme, peu importe. Puis, on engendre la peur chez ces gens-là. Évidemment, moi, si on m'envoie un message en me disant que faut que j'envoie de l'argent parce que je vais être retournée dans mon pays, ben, je ne serais pas très inquiète là, parce que c'est ça. Je ne suis pas originaire d'ailleurs du Québec, mais si je venais d'un pays, en plus peut-être d'un État totalitaire, où là, j'aurais plus de crainte à avoir de ce côté-là. Il y a aussi un autre exemple de cyberrisque qui est l'illicitation. C'est une collecte d'informations sans dévoiler l'intention réelle. Donc, en cybersécurité, il s'agit de soutirer l'information à une cible. Peut-être que vous avez vu des exemples comme ça passer sur les réseaux sociaux. Si tu devais te marier dans la ville où tu as rencontré ton amoureux, à quel endroit serait le mariage? Là, on vient chercher les motifs. Les gens, sur le coup, vont se dire eh ben, ça me rappelle tellement de beaux souvenirs. Je vais écrire qu'on s'est rencontrés à Prague, tout en oubliant que c'est une des questions de sécurité pour aller chercher l'accès à son compte Facebook, par exemple. Donc, il y a plein d'exemples comme ça où on a du contrôle, où on peut prendre le temps de réfléchir avant de partager des informations qui sont privées. Puis, il y a aussi des méthodes qui se font par messagerie privée. Il y a des gens qui investissent beaucoup de temps pour créer des relations, créer des contacts avec les gens, devenir amis, puis aller chercher des informations privées pour répondre aux questions de sécurité.
On peut aussi reprendre le contrôle de nos mots de passe. Et là, ce que les experts disent sur les mots de passe, c'est pas toujours clair, ni toujours. Il n'y a pas de consensus, en fait. Parce qu'il y a différentes manières d'aller chercher les mots de passe des gens. Il y a des manières, soit que je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard, là, mais soit robotisées ou soit par les gens qui vont essayer de poser des questions pour en découvrir davantage ou les licitations. Mais on s'entend quand même pour dire que le mot de passe doit être complexe, différent d'un endroit à l'autre. Si on a le même mot de passe à plusieurs endroits, puis qu'il y a un endroit qui est victime de vol de données, bien là, on vient de compromettre nos autres comptes aussi. Certains parlent de phrases de passe, d'autres de mots aléatoires. D'autres vont dire d'aller ajouter des symboles au travers. La manière, pour l'instant, la plus fiable, ce serait les gestionnaires de mots de passe. Mais encore là, il n'y a aucune formule, il n'y a aucune solution qui est à l'épreuve de tout. Le gestionnaire de mots de passe, c'est quand on rentre un seul mot de passe partout, mais ce gestionnaire-là gère des mots de passe complexes dans chacun de nos comptes. Donc, c'est une des solutions qui est mise de l'avant par les experts. Par exemple, comment gérer ça à l'école? Ça, c'est un autre enjeu. Puis, nos enjeux sont aussi souvent plus de base là, parce que les élèves vont oublier leur mot de passe. Souvent, on va donner aux élèves la tâche d'écrire leur mot de passe dans l'agenda pour être sûr qu'ils ne l'écrivent pas, qu'ils ne l'oublient pas, ou encore un petit papier à mettre dans l'agenda. Il y a différentes méthodes qu'on fait dans les écoles qui ne sont peut-être pas au top niveau gestion des mots de passe, avant même de penser là, à faire des mots de passe complexes ou à faire des gestionnaires de mots de passe là, à plus large échelle. Il y a deux manières d'accéder à vos mots de passe. Il y a d'abord la force d'attaque brute, qui va être un robot, en fait, qui va passer les différents mots de passe possibles. Il y a différentes personnes qui vont essayer d'attaquer vos mots de passe. Et ces personnes-là, ces organismes-là, souvent, ont différents types aussi d'intelligence artificielle ou de robots permettant l'analyse de ces mots de passe-là. Il y en a qui sont plus rapides, d'autres moins rapides. Donc, ça dépend vraiment de la qualité là, des logiciels utilisés. Et l'ingénierie sociale, là, c'est plutôt du côté on va aller utiliser les faiblesses humaines pour récupérer les mots de passe. Cadre 21 offre une formation en cybersécurité et ça, c'est tiré de leur formation. Donc, on voit là, plus la complexité du mot de passe est grande, plus ça va être difficile de déchiffrer un mot de passe. Donc, si on met un mot de passe à 4 chiffres, c'est vraiment facile. Un robot va le détecter instantanément. Par contre, si on est rendu dans 18 caractères avec des symboles, des chiffres, des lettres, des majuscules, des minuscules, on est à 7 fois 10 exposants, 46, 48, je ne vois même pas le chiffre, années. Donc, bref, un nombre d'années impossible à atteindre de votre vivant. Donc, ça peut être intéressant là, si on veut travailler vraiment les mots de passe avec les élèves, mais en contexte de classe, on pourrait travailler l'écriture des majuscules, des minuscules. Fait qu'on peut l'intégrer des fois, là, plutôt que de faire des capsules de sensibilisation qui tombent un petit peu dans le vide, on peut essayer de l'intégrer aux différents apprentissages qu'on aimerait faire à nos élèves. Et on pourrait se demander, est-ce que c'est une occasion d'aborder les mots de passe tout en faisant découvrir les touches du clavier? J'ai travaillé aussi en francisation. C'est des activités qu'on faisait de découvrir les touches du clavier. Il y a peut-être des jeux un peu d'enquête, ça dans la peau d'un enquêteur, puis créer des mots de passe avec des différents symboles, différentes touches. Et en mathématiques, on pourrait y voir une occasion de travailler les exposants ou encore les probabilités, d'inclure un décryptage dans une solution de résolution de problèmes digne un peu d'un escape game, là, quelque chose de motivant, plutôt que de parler des mots de passe de manière traditionnelle. Et là, comme je vous en parlais au tout début de cette conférence, il existe un paradoxe, qui est le paradoxe de la vie privée. Je suis pris dedans, peut-être que vous aussi. Même si les individus veulent réellement protéger leur vie privée et leurs données dans les espaces en ligne, souvent les comportements ne coïncident pas avec ce désir de respect de la vie privée et de sécurité des données. Donc, même si on dit qu'on veut protéger nos données, avoir des mots de passe complexes, souvent on ne le fait pas. Il y a une forme de paresse, mais pas juste de paresse, mais il y a une volonté qui ne se concrétise pas, puis c'est vraiment flagrant dans le monde de la cybersécurité. Et ça, peu importe le nombre de formations, on sait que présentement, dans le mois de la cybersécurité, j'ai plein de formations qui me sont offertes par mon centre de service.
Puis même si on regarde ça concrètement, qu'est-ce qu'on met en place? On peut se questionner. Donc là, on a vu les différents éléments sur lesquels on pouvait avoir du contrôle. Mais au final, est-ce qu'on devrait susciter la paranoïa et le doute chez nos jeunes navigateurs et chez nous-mêmes aussi? Là, on va rentrer dans une portion qui est plutôt pensée critique. Parce qu'on a beau faire de la sensibilisation, travailler les mots de passe, au final, un gros aspect de la cybersécurité, c'est de développer notre pensée critique. Comme par exemple, ceci est un message réel que j'ai reçu cet été. J'avais commandé un produit et ensuite j'ai reçu ce message par texto comme quoi mon produit, mon siège de vélo pour enfants était détenu et que je devais payer là, des frais supplémentaires. Ça m'invite à cliquer sur un lien. Le premier réflexe qu'on peut avoir souvent, c'est d'oublier nos pensées critiques, d'oublier nos méthodes et de cliquer sur le lien finalement. Là, évidemment, je n'ai pas répondu Oh my God au message. Ça, c'était. J'ai recréé une vraie conversation. J'ai juste rien répondu du tout. Vous en doutez bien. Par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché c'était quoi le site. Puis finalement, je n'ai pas cliqué sur le lien parce que quand on clique sur le lien, il peut avoir des conséquences assez importantes. Je vous rappelle d'aller voir la vidéo, là, ça va vous traumatiser un petit peu. Mais en tant qu'humain, on a des faiblesses. Nos grandes faiblesses sont nos émotions et nos biais cognitifs. On peut les combattre, on peut en prendre conscience, on peut y réfléchir. Certains sont d'avis que c'est plutôt les systèmes qui devraient s'adapter à nos faiblesses. Et on essaie aussi de mettre en place de plus en plus de systèmes automatisés pour prévenir différentes attaques qui viennent jouer avec nos faiblesses parce qu'on a beau en parler, on a beau les conscientiser. Souvent, ça reste que c'est nos faiblesses et que c'est une limite. C'est naturel. Mais ça ne veut pas dire de ne pas travailler l'esprit critique et de ne pas prévoir nos réactions face à l'urgence, à l'incertitude et au stress. Parce que ce sont les méthodes qui vont être utilisées par les hackers pour nous faire réagir, pour nous faire tomber dans ces faiblesses humaines-là. Et c'est aussi des réactions qui peuvent se retrouver à l'extérieur de la cybersécurité. Donc, c'est du travail à faire là, de manière large auprès de nos jeunes. Comment réagir face au sentiment d'urgence? Bien, prendre un temps d'arrêt, avoir réfléchi d'avance à notre plan d'action, face à l'incertitude, réfléchir avec d'autres personnes sans toutefois tomber dans le biais de conformité, mais de prendre l'habitude d'aller penser à plusieurs têtes. Comment est-ce qu'on réagit face au stress? Prendre le temps de critiquer nos décisions. J'ai déjà parlé de cybersécurité devant des enseignants d'éducation physique, puis ils ne voyaient vraiment pas le lien. Comment est-ce que je peux intégrer ça dans ma matière, moi? Mais la pensée critique, ça peut aussi se faire dans le cadre, par exemple, d'un exercice d'éducation physique. Si on est en plein milieu d'une game de basket, prendre des décisions rapides, prendre le temps de critiquer nos décisions, revenir après sur ce qu'on a fait quand on était dans une situation stressante, quand on était dans l'urgence, bien, on est vraiment en train de travailler des éléments qui vont se répercuter dans d'autres facettes de la vie aussi. Puis, il n'y avait pas du tout pensé aux liens, puis ressorti de là et comme épaté en voyant les liens entre la cybersécurité et son cours d'éducation physique. Là, évidemment, il faut faire un peu plus, il faut quand même faire les ponts si on veut que ça se transfère, mais c'est des éléments là, qui sont à travailler dans plein de facettes de nos vies. Puis il y a un autre côté aussi, au cyberrisque. Comment réagir face à la passion, la confiance, l'amour? Et on peut se demander, est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Écouter les craintes de notre entourage aussi, ou prendre le temps de critiquer nos décisions. Est-ce que l'amour implique d'envoyer de l'argent à quelqu'un? Puis souvent, on tombe dans le biais d'optimisme. Pas juste par rapport à l'amour, mais par rapport à plein d'éléments de comportements qu'on peut avoir en ligne. On a une petite fenêtre pop-up là, qui nous annonce un danger, puis on la ferme en se disant bon, je la ferme tous les jours, il ne se passe rien. Ou même en général, on pense que ça arrive juste aux autres, des incidents comme les fraudes. Et pour construire cette présentation-là, j'ai parlé à un enquêteur de la Sécurité du Québec là, qui traite du dossier de cybersécurité. Puis il disait qu'une des grandes problématiques, c'était en lien avec les fraudes amoureuses. Donc, quand je parle de passion, d'amour, qu'on va jouer avec ces cordes sensibles-là, il y a vraiment des réseaux organisés, souvent localisés à l'extérieur du Canada,
sur lesquels on n'a aucun contrôle, qui sont spécialistes dans la drague, la création de liens, jusqu'à en amener la fraude finalement. Puis, elle me donnait l'exemple d'un monsieur qui avait une ferme et qui aurait hypothéqué sa ferme parce qu'il était rendu avec une amoureuse située à quelque part ailleurs dans le monde. Puis, ses enfants avaient beau lui dire, papa, réhypothèque pas ta ferme, tu la connais pas, cette personne-là. Lui, il était perdu dans son nuage d'amour, puis il était convaincu qu'il avait trouvé le grand amour, puis que c'était normal qu'il réhypothèque sa maison, sa ferme, pour envoyer de l'argent. Fait qu'on était vraiment là, dans une perte de rationalité, dans un biais d'optimisme. Et en 2020, la fraude qui a engendré le plus de pertes financières au Canada, ben, c'est le stratagème de rencontre, étonnamment. Pourtant, c'est vraiment pas la fraude qui a été la plus populaire, mais le truc, c'est que ça engendre des grandes pertes financières parce que les gens envoient beaucoup, beaucoup d'argent quand ils se pensent dans une situation comme amoureuse. Fait que c'est vraiment un billet qui est important à conscientiser aussi. Puis, ça peut inclure aussi des relations d'affaires, par exemple. Cette fraude-là, le stratagème de rencontre, inclut aussi des rencontres d'affaires. Un autre biais fréquent, c'est la rationalité limitée. Donc, des fois, on a l'intention d'être rationnel, mais on n'y parvient pas à cause du contexte. Souvent, le contexte, justement, d'urgence ou de pression à agir rapidement. Fait qu'on peut amener aussi les élèves à se questionner. Est-ce que tu as toutes les informations pour prendre une décision? Est-ce que tu agis en suivant la première idée que tu as en tête ou tu choisis la meilleure solution? Mes élèves du secondaire, je sais souvent qu'on leur présente une situation de problème, ils ont tendance à avoir une idée qui arrive et prendre directement cette idée-là. Donc, déjà, d'encourager à prendre un recul, à explorer différentes options, on est vraiment dans le développement de la pensée critique. Fait que nos automatismes et ces biais-là, il faut les conscientiser, il faut les combattre. Combien de fois, depuis que j'ai travaillé sur cette présentation-là, que je dénonce mes propres biais d'optimisme que j'ai dans ma vie quotidienne. Donc, je les vois davantage. Des fois, ça me permet vraiment de rationaliser puis de me dire, OK, là, ce biais d'optimisme, les risques sont réels, puis tombe pas dans la naïveté non plus. Donc, c'est prendre l'habitude de soulever des questions, de pousser la réflexion et de cultiver le doute. Puis, comment éduquer les élèves à la cybersécurité dans un environnement qui est en constante évolution? On aurait beau leur montrer tous les stratagèmes possibles, les stratagèmes évoluent, les cybercriminels vont en inventer à chaque année des nouveaux. Donc, comment les éduquer pour les problèmes qu'ils vont rencontrer, les types de fraudes qu'ils vont rencontrer aussi dans 20 ans? Bien, c'est vraiment de développer des réflexes de pensée critique, selon moi. C'est de plus en plus une portion aussi importante des formations en cybersécurité, la pensée critique. Exercer ton jugement critique, bien, ça se retrouve dans tous les domaines de formation. J'ai fait le petit exercice de chercher un peu là, des liens. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans les différents domaines de formation en lien avec la cybersécurité? Comme par exemple, si on est plus au niveau du français premier cycle au secondaire, on pourrait lire un texte explicatif sur des notions liées à la cybersécurité. Il ne faut pas mettre non plus de côté les connaissances parce que pour appliquer notre pensée critique, il faut avoir des critères, il faut avoir certaines connaissances, sinon le transfert ne pourra pas s'exécuter. On pourrait aussi, dans l'idée de porter un jugement critique, faire examiner 2 courriels, un vrai et une arnaque, pour amener les élèves à se donner des critères de crédibilité dans la lecture d'un courriel. Ou encore, au 2e cycle, on pourrait travailler l'argumentation en lien avec des enjeux de cybersécurité. Récemment, il y a un lanceur d'alerte qui avait lancé qui avait déclaré qu'il y avait des bugs avec le VaxiCode, le code QR là, pour la vaccination de la COVID. Est-ce qu'il devrait avoir l'immunité ou non? Il y a quand même des beaux débats aussi, des beaux éléments d'actualité qu'on pourrait amener. En monde contemporain, il y a entre autres des enjeux là, du côté de l'univers social, d'avenir de l'humanité. Même, il y a des liens à faire entre la guerre froide et les premières cyberattaques. Il y a des tensions, des conflits. On peut même mettre différents enjeux de l'avant par le biais de l'univers social. Donc, moi, je vous invite quand même à aller explorer un petit peu, selon vos domaines de formation, les différentes pastilles qui sont là dans la présentation. Mais je ne veux pas trop m'attarder parce que j'arrive bientôt à la section avec les ressources que je veux vous montrer. Donc, je ne veux pas évacuer cette section-là.
Comme je vous disais, les connaissances préalables sont nécessaires pour pouvoir faire des transferts et appliquer notre pensée critique, notre jugement critique à différents contextes. Et c'est là qu'on arrive à la vengeance des profs envers les pirates et les requins. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Ben, on peut faire des activités en classe, finalement, c'est ça notre super pouvoir. Quand je fais l'activité en créacan, j'offre cette activité-là d'arbre décisionnel. Donc, un arbre décisionnel, ça peut être sur n'importe quel sujet, finalement. Vous pouvez traiter autant de sextos que de cookies, accepter des cookies ou non sur un site en ligne ou cliquer sur un lien inconnu. Il y a vraiment là, toutes les facettes de la cybersécurité qui pourraient être abordées via un arbre décisionnel qui permettrait de prendre un certain recul, de cerner la situation, de se poser des questions pour éviter d'agir dans l'action. Donc, si jamais c'est une activité que vous aimeriez emprunter, là, qui s'adapte un peu à tous les programmes selon l'approche que vous voulez avoir, je vous invite à scanner le code QR, puis vous allez voir l'activité ou à copier-coller le lien de mon URL qui est là. Et je pense aussi que mon collègue Alexandre va le mettre dans le chat sous peu. Donc, c'est une suggestion d'activité, mais j'ai aussi exploré le web à la recherche de rafales de ressources pour vous aider à trouver des éléments là, à intégrer dans vos classes en matière de cybersécurité. Premièrement, notre site de l'équipe du récit d'épée concernant la citoyenneté à l'ère du numérique, qui est sitenum.ca. Donc, c'est un site de ressources qui est assez incontournable. On traite de différents sujets comme la vie privée, l'impact dans ta face, on parle de vie privée. Dans le dilemme social, on parle plutôt là, des actions commerciales, des intérêts commerciaux que les gens pourraient avoir sur le numérique, puis en lien avec les réseaux sociaux. Ça se peut ou pas, c'est une belle activité de science qui permet d'expérimenter en lien avec les fausses nouvelles, comment remettre en doute qu'est-ce qu'on voit sur Internet. Donc, je vous invite vraiment à faire une petite visite sur sitenum.ca. Puis, je vais vous présenter aussi d'autres ressources qui ne sont pas les nôtres dans un instant. Je vous laisse le noter. Une ressource qu'on a découverte récemment, c'est l'école des réseaux sociaux là, par le biais de ma collègue Annie, en fait, plutôt de sa fille qui est revenue de l'école avec un document entre les mains. Ça provenait de ce site-là. On a découvert différentes activités, dont des activités en lien avec la création de mots de passe-fort, notre valeur marchande, commerciale, si on peut dire, sur le web, et comment repérer des arnaques. Ça s'adresse principalement, ça ici, au niveau primaire, par exemple, ou premier cycle selon les intérêts que vous avez ou que vous voulez adapter. Ces ressources-là sont vraiment ludiques, sont bien faites. Ça a été une découverte coup de cœur, en tout cas, cette année. Si vous-même, vous voulez vous informer, on vous conseille grandement le livre de Crypto Québec, On vous voit. C'est le livre, entre autres, qui a basé là, les grandes lignes de cette présentation-là, qui met de l'avant les deux côtés de la cybersécurité, le côté plutôt pirate, hacker, et l'autre requin, intérêts commerciaux. Il y a des formations qui sont disponibles pour vous. Il n'y a pas de formation pour l'instant offerte par le récit en dehors des formations, des webinaires comme celui-ci. Il y a un dossier qui s'en vient bientôt, d'ici Noël, disons, sur sitenum.ca sur la cybersécurité, si vous voulez retrouver différentes ressources. Aussi présenter des ressources, des éléments là, de contenu en classe par rapport à la présentation que vous avez vue ce matin. Et Cadre 21 offre une formation aussi intéressante sur la cybersécurité. Ils mettent de l'avant notamment les métiers liés à la cybersécurité. Donc, une belle avenue. Les services de police locaux, comme la SQ, organisent des ateliers en lien avec la cybersécurité. Ils vont surtout cibler là, tout ce qui est sexto, mais ça fait vraiment partie de leur mission. Ils ont des formations adaptées aux jeunes du secondaire, principalement. Puis, où il y a de l'intervention, on a vraiment constaté une diminution des cas de sexto notamment. Donc, il y a un impact réel qu'ils ont constaté à la suite des ateliers qu'ils ont fait. C'est sous la forme quand même de réflexion avec l'élève, pas que de sensibilisation, là, comme on pourrait avoir en tête quand on pense à un policier qui vient en classe faire peur à nos élèves. Ils ont vraiment adapté leur pratique. On peut utiliser l'actualité, un petit peu comme je présentais tantôt, là, la personne qui était payée en carte cadeau Saint-Hubert,
ben, ça peut réorienter des potentiels hackers vers des voies légales. Il y a des vidéos aussi qui sont faites pour ça, là, pour réorienter les élèves, les jeunes, dans plutôt la cybersécurité qui est dans la cybercriminalité. Donc, si jamais vous avez accès à des périodes de jeux vidéo, il y en a de plus en plus dans les écoles. Night Team 4 serait un jeu à vous conseiller. Je dois vous avouer que je n'ai pas essayé. La littérature jeunesse aussi peut être intéressante à ce niveau-là. Il y a un roman qui s'appelle Sexto d'Ariane Charland qui vise une clientèle de 10 à 14 ans. Puis, c'est un sujet qui se retrouve dans les canevas d'éducation à la sexualité de 3e et de 4e secondaire, les sextos. Donc, ça correspond vraiment au développement psychosexuel de cette classe d'âge-là. Puis, c'est un roman qui est très intéressant, qui amène différentes nuances aussi, le côté légal, le ressenti des personnes. Donc, j'ai peut-être pas joué aux jeux vidéo, mais j'ai lu le roman Sexto et je le conseille aux profs de français là, parmi vous de partager l'information à vos collègues en français. Très intéressant. Et comment combiner compréhension de lecture puis en même temps passer là, du contenu en cybersécurité. Il y a un organisme qui s'appelle CyberCap qui offre des ateliers qui sont gratuits sur les métiers du numérique et ils ont un nouvel atelier qui porte sur la cybersécurité et qui met de l'avant des métiers en cybersécurité aussi. Donc, ça peut être très intéressant là, de contacter cet organisme-là qui est affilié, qui a un partenariat avec le ministère de l'Éducation pour faire leur offre gratuitement. Il y a aussi différents organismes comme la Fondation Marie-Vincent qui vont plus se concentrer sur le hameçonnage et le partage d'images intimes. Ils font des petites vidéos, entre autres, là, qui peuvent être des bons déclencheurs à des discussions ou des réutilisations en classe. Pour tout ce qui est sexto, autrement, il y a le projet de Sexto qui se retrouve dans la plupart des centres de services scolaires aujourd'hui, qui a été développé avec le service de police de la ville de Saint-Jérôme et des experts en sexologie. Puis ça, c'est une formation qui est accessible sur Cadre 21, mais seulement à des personnes ciblées dans l'école. Donc, garochez-vous pas sur cette formation-là avant d'avoir parlé à vos gestionnaires scolaires. Généralement, c'est porté par des psychoéducateurs là, ou des intervenants. Il y a toutefois un volet prévention qui est très intéressant dans le projet Sexto. Donc, si vous voulez rentrer en contact avec ces porteurs de dossiers-là, ça pourrait être intéressant là, de faire de la prévention, pas de seulement être dans l'intervention avec des cas plus ciblés. Il y a aussi la sextorsion qui fait partie de la réalité là, quand on parle de cybercriminalité. La police, l'enquêteur de la SQ me disait que c'est des généralisations, là, on s'entend, mais c'est ce qui ressort des chiffres. Les filles vont être souvent plus victimes de sexto et les gars vont souvent être plus victimes de sextorsion. Ils se seraient exposés en ligne. Un enregistrement a été fait, puis là, on demande de l'argent. Sinon, on va diffuser l'enregistrement qu'on a fait de toi dans les pratiques sexuelles. Donc, on fait du chantage, finalement. Ici, c'est une petite vidéo humoristique là, faite par l'organisme CyberAide qui essaie de faire réfléchir les élèves à la place. Si on te demande une photo ou une vidéo de toi, mais à la place, tu pourrais envoyer un rat au pnu. Je vous laisse la regarder. Je ne sais pas si c'est votre forme d'humour, mais un rat au pnu, c'est finalement un rat pas de poil. C'est pas très beau. À vous de découvrir cet animal étrange. La sextorsion est aussi traitée dans une activité qu'on peut retrouver gratuitement sur le site de Cassioprof. C'est un site qui développe des activités pédagogiques, mais il y a aussi la vidéo qui est accessible sur YouTube là, aussi gratuitement, si ça vous intéresse de traiter du sujet avec des élèves. Évidemment, là, c'est une rafale de ressources. On est vraiment comme dans la tempête sur notre bateau présentement. Ça va un peu vite, mais c'est normal. Certains vont être plus attirés par certains sujets et c'est selon vos différents mandats, donc c'est parfait. Donc, vous pourrez aller explorer selon vos intérêts particuliers, plus en approfondissant le tout. Une vidéo d'Éducalois qui est vraiment pertinente, qui s'adresse aux enseignants et qui fait la différence entre des comportements criminels, des comportements illégaux qui peuvent toucher vos élèves. Donc, si vous avez des questionnements à savoir qu'est-ce qui est illégal, comme la discrimination, différents comportements là, en ligne, et qu'est-ce qui est criminel, comme des menaces, du harcèlement. C'est vraiment une vidéo qui vous permet de faire la part des choses et de voir qu'est-ce qui se dit présentement dans la juridiction
en lien avec ça. Donc, ça dure 10 minutes, mais ça vaut l'écoute. Et j'ai terminé avec Habilo Média, qui est un site bien connu. Je ne vous conseille pas nécessairement toutes les ressources qui se retrouvent sur le site. Il y a un petit peu d'exploration peut-être à faire et de débroussaillage, mais ils ont quand même des fiches conseils qui peuvent être intéressantes là, pour vous informer. Ils ont des jeux en ligne. Mais moi, ce qui a le plus attiré mon intérêt dans leur offre, c'était un projet de création de jeux de société sur la cybersécurité. Donc, ça peut être aussi un projet intéressant à intégrer dans vos différentes matières. Et voilà, j'ai accompli le mandat extrême de faire la présentation en 1 heure. D'habitude, ça prend un petit peu plus de temps que ça. Donc, si ça a été un petit peu vite pour vous, n'hésitez pas à me poser des questions. Je reste disponible à vos besoins, à vos questionnements. Ça me fait vraiment plaisir d'y répondre, surtout qu'on n'a pas interagi beaucoup durant la dernière heure ensemble. J'espère que vous n'êtes pas trop étourdis, que vous n'avez pas eu le mal de mer durant cette présentation. Mais on arrive tranquillement sur la plage, c'est super relax. Et avant de vous quitter, je vous rappelle d'aller récupérer votre badge de participation sur le site de Campus Récit. Ces badges-là, vous pouvez les collectionner tel un chasseur Pokémon. Attrapez-les, collectionnez-les, gardez-les dans un beau petit portfolio et vous allez voir l'ensemble de vos formations avec le temps que vous accumulez. Et aussi, ça vous fait vos preuves, si on peut dire, là, de formation, de développement professionnel. Donc, ça vous permet aussi de les garder en tête. Parce que souvent, on assiste à tellement de formations qu'on oublie ce qu'on a fait. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été avec nous ce matin pour parler de cybersécurité. J'espère que ça a répondu à certaines de vos attentes. Et je vais aller consulter le chat, là, voir ce à quoi j'ai accès. Mais n'hésitez pas à intervenir, là, ça va me faire plaisir de vous lire. Ah, c'est triste, le technicien m'informe que je ne peux pas voir le chat des autres participants. Donc, j'essaierai de trouver un moyen de vous lire ou Alex, n'hésite pas à intervenir, à me dire un petit peu là, les commentaires que tu vois. J'imagine que toi, tu y as accès. Ah, oui, là, je pense que je réussis à voir vos questions. C'est super. Je vais répondre directement là, plutôt que de taper les réponses. Je vois quelqu'un qui demande est-ce que les empreintes digitales est une bonne façon de gérer les mots de passe? Si un pirate réussit à les avoir, j'ai peur que la situation soit encore pire. En fait, on en parle dans le livre de Crypto Québec, là, les empreintes digitales, c'est une forme de. Oui, le mot de passe est protégé, mais il peut avoir un aspect physique là, pour forcer le contact qui engendre une autre problématique. Mais pour l'instant, c'est quand même assez sécuritaire, mais avec le développement de la technologie, est-ce qu'on pourra faire des numérisations d'empreintes digitales éventuellement? Ça, c'est un autre enjeu, mais quand même, pour l'instant, c'est une pratique qui est, somme toute, sécuritaire. Merci beaucoup pour vos commentaires, tout le monde. C'est très apprécié. Bien contente que ce soit pertinent pour même enseignement anglais au primaire. Oui, il y a vraiment plein de liens qu'on peut faire avec toutes les matières. Pour Alexandre, tu avais répondu, je pense, à Alexandre Miller. Comment est-ce qu'on fait pour que nos messages privés ne soient pas analysés? Il existe des applications là, qui permettent d'être non cryptées, si on peut dire. Là. Par exemple, c'est Signal, qui serait un peu l'équivalent de Messenger, mais en messagerie non cryptée. Donc, pour ne pas faire analyser toutes nos conversations privées. C'est d'ailleurs en contactant des spécialistes de la cybersécurité, là, parmi mes amis, entre autres, qui refusaient de parler avec moi sur Messenger et qui m'ont fait télécharger cette nouvelle application-là pour avoir des discussions non cryptées. Qui ont vraiment une sensibilité. Je pense que plus on est informé, plus on est sensible, plus on est conscient finalement des dangers possibles.
En même temps, je parlais répondre à une question qu'Amélie Fauchon avait mentionnée. Là, pourquoi j'avais mentionné la communauté chinoise qui était victime d'extorsion? Ben, en fait, c'est vraiment par rapport au centre antifraude, par rapport au nombre de plaintes provenant de cette communauté-là. Il y a vraiment des criminels qui ciblent cette communauté-là. Donc, il y a des avis, des statistiques qui le démontrent. Fait que là, j'ai dépassé mon temps de 1 minute. Merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une très bonne journée et une bonne journée du numérique en éducation. Et au plaisir de vous croiser dans un autre atelier. Est-ce que tu peux parler, Alexandre? As-tu moyen de parler? Non, OK, c'est ça l'affaire. Je me sentais vraiment abandonnée. Là. Ça marche. Est-ce que, monsieur le technicien, on peut quitter? On a terminé? Il faut quitter. D'accord, je quitte. Merci beaucoup.